Révision du cours de seconde. L'objectif de cette vidéo est de résumer l'essentiel du programme de seconde de physique-chimie. Et c'est parti pour la première partie sur la matière. Alors, corps pur et mélange. Un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique, atomique, moléculaire ou ionique. Un mélange est constitué de plusieurs espèces chimiques. On le voit illustré ici. Donc si chaque petit rond représente par exemple une molécule, eh bien ici on peut voir qu'il n'y a qu'une seule sorte de molécule, par exemple que des molécules d'eau, ça fera de l'eau pure. Par contre, dans l'eau que l'on boit habituellement, il y a des minéraux dissous, et si ces minéraux dissous sont représentés par exemple par ces ovales roses ici, on pourra dire qu'il s'agit d'un mélange, même si à l'œil nu on ne les voit pas. On ne voit pas par exemple les minéraux qu'il y a dans l'eau que l'on boit du robinet. Alors une espèce chimique est caractérisée par ses propriétés physiques, donc température de fusion, ébullition, solubilité, masse volumique, etc. Tout ça va nous permettre justement d'identifier des espèces chimiques. Alors comment on identifie? Alors d'abord à l'odeur, à l'aspect, à l'état physique à température ambiante, on peut avoir une idée de ce que c'est. Mais ce n'est pas forcément une preuve. Par exemple un liquide transparent n'est pas forcément de l'eau ou ne contient pas que de l'eau. Et donc on va faire un test chimique. On peut faire des tests chimiques. On peut faire plein de choses pour identifier des espèces chimiques. Donc les tests chimiques sont par exemple des tests d'ions. On met quelques gouttes de soude dans une solution inconnue et ça va faire des précipités de couleur. Ces choses-là ont déjà été vues précédemment dans le cours de physique-chimie. Et puis il y a aussi des tests un peu plus particuliers. Par exemple, le dioxygène va se reconnaître en mettant une petite bûchette incandescente et ça va raviver la flamme. Le dihydrogène est un gaz qui fait une mini-explosion, une espèce d'aboiement, un bouf, voilà, comme ça. Le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaud et l'eau, par exemple, bleuit du sulfate de cuivre anhydre, qui est une poudre blanche. Quand on rajoute un liquide inconnu dessus, s'il devient bleu, eh bien on constate la présence d'eau. Attention, ça ne veut pas dire que c'est de l'eau pure, parce que si c'est un mélange d'eau et de sels minéraux, l'eau va aussi faire bleuir le sulfate de cuivre. Voilà, donc on identifie la présence d'eau, mais après il faut faire d'autres tests pour voir s'il s'agit bien d'eau pure. Alors les propriétés physiques qui permettent d'identifier les corps sont aussi les températures de changement d'état. Reprenons encore l'exemple de l'eau. On sait que l'eau bout à une température de 100 degrés Celsius à la pression atmosphérique. Alors si on est à la pression atmosphérique et que la température d'ébullition est de 78 degrés, eh bien on sait que ce n'est pas de l'eau et ce sera en l'occurrence par exemple de l'alcool. La masse volumique et la densité permettent aussi d'identifier un liquide qui ne serait pas de l'eau. Par exemple, reprenons le cas de l'éthanol, de l'alcool, sa densité est d'à peu près 0,79. Donc, on pourrait comme ça distinguer de l'alcool pur et de l'eau en faisant une mesure de masse volumique. Voilà. Et d'autres propriétés permettent de le faire également. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une solution ? Quand on met un soluté dans un solvant, on obtient une solution. Donc la solution, c'est le mélange. C'est un petit peu, par exemple, c'est ce qu'on avait ici. Le soluté, c'est l'espèce qui se disperse dans le solvant. Par exemple, quand on met du sucre dans l'eau, le soluté, c'est le sucre. L'eau, c'est le solvant. Et l'eau sucrée, c'est la solution. Alors on va pouvoir calculer sa concentration en masse, en calculant la masse de soluté qui a permis d'obtenir un certain volume de solution. Attention, petite subtilité, le volume de solution n'est pas le volume d'eau. Par exemple, si vous dissolvez 100 g de sucre dans 1 litre d'eau, vous obtiendrez un peu plus qu'1 litre de solution. Et ce n'est pas la définition de la concentration que de faire le rapport de la masse de soluté au volume de solvant. C'est bien le volume de solution obtenu. Dans mon exemple, si j'avais 100 g d'eau et que je divise et que j'obtienne, que je mette ça dans 1 litre dans 1 litre d'eau, eh bien alors je vais dire n'importe quoi, je vais obtenir par exemple 1,08 litres d'eau sucrée. Et bien pour calculer la concentration, il va falloir que je divise 100 par 1,08 et j'aurai du coup une concentration en masse un peu plus faible que 100 grammes, voilà, à peu près 90 dans notre cas.
Alors, il y a plusieurs techniques pour déterminer les concentrations, des techniques d'étalonnage. Par exemple, plus une solution est concentrée, plus elle est colorée pour les solvants, les solutés qui induisent une coloration. Par exemple, du sirop. On sait très bien que quand on dilue du sirop, eh bien, ça devient moins coloré. C'est une des techniques qui va nous servir cette année pour mesurer et établir des concentrations. On dit aussi que la concentration peut atteindre une valeur maximale, auquel cas on dit que la solution est saturée, le soluté ne se dissout plus. Si on prend l'exemple du sel, on peut mettre 350 grammes d'eau par litre d'eau salée. Au-delà, on peut rajouter tout ce qu'on veut, ça ne se dissoudra plus. On pourrait dire de manière peu rigoureuse qu'il n'y a plus de place, et donc le soluté ne se dissout plus. Si on en rajoute, il reste à l'état non dissous au fond du récipient. Alors pour préparer une solution, il y a deux techniques essentiellement utilisées en physique-chimie, la dissolution et la dilution. Donc la dissolution, c'est qu'on met le soluté en solution, c'est ce qu'on fait quand on met un sucre dans du café. Donc il y a toute une procédure, on pèse, on met dans la fiole jaugée, on met un petit peu d'eau, on secoue jusqu'à dissolution complète. Alors là, le dessin est assez mal fait parce que l'agitation doit être faite quand on est rempli que en partie, de manière à avoir de la place pour tout bien secouer. Et c'est ensuite seulement qu'on complète jusqu'au trait et qu'on fait une agitation finale. Pour la dilution, eh bien, on prélève une solution, c'est quand on veut obtenir une solution moins concentrée à partir d'une solution plus concentrée. Donc on prélève un certain volume de solution concentrée qu'on met dans la fiole jaugée, on complète avec de l'eau jusqu'au trait et on agite également. Donc les calculs le facteur de dilution, c'est le rapport des concentrations. Alors prenons l'exemple d'une eau qui serait à 5 grammes par litre donc d'eau sucrée. Mettons ça dans un récipient, alors je vais dessiner carré pour simplifier comme ça, et on en mettrait un très gros récipient, je vais prendre des valeurs rondes pour simplifier le raisonnement, on en prendrait 1 litre. Et on complète en rajoutant de l'eau jusqu'à obtenir 10 litres. Que serait la concentration? Donc en fait on rajouterait 9 litres d'eau de manière à obtenir en tout 10 litres d'eau diluée. Alors si au début j'avais 5 grammes par litre et 1 litre de solution, j'avais exactement 5 grammes de sucre. Sauf que ces 5 grammes de sucre, à la fin, une fois qu'on a rajouté 9 litres d'eau et qu'on a 10 litres d'eau sucrée, eh bien on a 5 divisé par 10, 0,5 grammes par litre, tout simplement. Et donc le facteur de dilution, ce qu'on détermine ici, c'est le coefficient qui me permet de passer de cette valeur à cette valeur. Donc ici, ça serait un coefficient, un facteur de dilution de 1 dixième. Voilà. Et ce rapport de 1 dixième, c'est aussi le rapport qu'il y a entre le volume final et le volume de solution concentrée à prélever. La matière vue à l'échelle microscopique. Alors à l'échelle microscopique, la matière se décrit avec des atomes qu'on représente sous forme d'une sphère colorée, on verra que ça n'est qu'un modèle, et les molécules sont des assemblages d'atomes. Ici vous avez une molécule de saccharose, si je ne me trompe pas, et certains corps sont des édifices d'ions, les ions étant des atomes qui ont gagné ou perdu des électrons, donc ils ne sont plus neutres. Et par exemple, le calcium a perdu 2 électrons pour devenir Ca+, le fluor a gagné 1 électron pour devenir F-, mais comme la matière doit être neutre, eh bien à chaque fois on va rencontrer dans un édifice de cristallin de matière 2 ions fluor pour 1 ion calcium, de manière à ce que les 2 électrons récupérés par les fluor aient bien été pris à 1 ion calcium et respecter pour cela la neutralité électrique de tout l'édifice. Par contre, à l'échelle macroscopique, l'échelle qui nous entoure, eh bien, on ne voit pas ces atomes, on va devoir les compter, et pour cela, on va passer indirectement par des mesures de masse. Alors, la mole. En fait, faisons une analogie. On a 125 kg d'œufs, un œuf fait 50 grammes, on a 100 boîtes, 25 œufs par boîte. Combien d'œufs au total il y a dans le magasin?
Alors, c'est la masse totale divisée par la masse d'œuf. La masse totale, c'est 125 000 grammes divisé par 50 grammes, 2500 œufs. Mais j'aurais aussi pu trouver le nombre d'œufs en faisant simplement le nombre de boîtes multiplié par le nombre d'œufs par boîte. Et j'obtiens 2500. Eh bien, en fait, on va procéder un peu de la même manière avec la matière, où on a, par exemple, un clou qui fait 5 grammes. La masse d'un atome de fer qui fait 9,3 10-26 kg. Donc si je veux calculer le nombre d'atomes, je fais ça divisé par ça. Donc j'obtiens un nombre d'atomes très grand. Mais j'aurais pu aussi compter par paquet de 6,02 10 exposant 23. Et ça s'appelle une mole. Comme la douzaine, c'est 12 E, et bien une mole, c'est 6,02 10 exposant 23. On pourrait parler par exemple de une mole 2, ça ferait 6,02 10 exposant 23 E, ce qui est une quantité totalement pas du tout à l'ordre de l'échelle humaine. Combien d'atomes de fer il y a dans ce clou? Eh bien, on peut aussi, donc comme on a fait le premier calcul, mais on peut aussi simplement multiplier le nombre de moles qu'on a par le nombre d'Avogadro, qui est le nombre d'atomes qu'il y a dans une mole. Alors ici, 0,089 fois 6,02 10 exposant 23 nous permet de retrouver exactement le même nombre d'atomes de fer. Alors, cette notion de mole est un peu complexe, elle sera revue en détail en première, donc on n'y passe pas trop de temps. Ça sera revu au tout début de l'année. Un modèle de l'atome, alors un atome, ce qu'on appelle un modèle, c'est une représentation de la réalité, c'est-à-dire qu'en gros, on ne pourra jamais voir ça sous un microscope. C'est une façon de s'imaginer la matière qui permet de rendre compte de tout un tas d'observations. Donc, c'est pas quelque chose qu'on imagine et puis peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. On est sûr que enfin du moins, le fait de modéliser la matière comme ça nous permet de faire plein de prévisions qui ont toutes été vérifiées. Voilà, ce qui nous permet d'être à peu près d'être sûr que la matière est constituée comme ça, mais ces modèles sont en perpétuelle évolution, et par exemple, le noyau de l'atome, qui est constitué de protons et de neutrons, eh bien, on va devoir améliorer ce modèle pour expliquer pourquoi ce noyau, par exemple, est stable. Alors, le noyau de l'atome se représente avec une notation symbolique où X, c'est le symbole chimique de l'élément, par exemple C pour carbone. A, ça serait le nombre de nucléons, protons plus neutrons. Donc, par exemple, pour le carbone le plus classique, il y en a 12. 12 nucléons, dont 6 protons. Et quand on veut connaître le nombre de neutrons, il faut simplement faire A moins Z. Alors ça peut sembler bizarre, la logique voudrait dire que là il suffirait de mettre simplement le nombre de neutrons, mais en fait on verra dans vous avez déjà vu dans la partie radioactivité que cette écriture a un avantage pour faire des bilans de transformation de noyaux. Alors un atome est caractérisé par une masse, donc il y a un nombre de nucléons, par exemple on a 12 nucléons, on prend la masse d'un nucléon, qu'on va considérer constante, et ça va nous permettre de connaître la masse de l'atome, parce qu'en fait on va négliger la masse des électrons qui est très très faible par rapport à la masse du noyau. Pareil pour la charge électrique, chaque proton a une charge E, chaque électron a une charge moins E, donc la charge du noyau, c'est Z, c'est-à-dire le nombre de protons multiplié par la charge électrique d'un proton. Donc ça va nous donner une charge électrique positive, et la charge électrique de l'ensemble du nuage électronique, ça serait l'opposé de cette valeur puisque c'est négatif. Pour avoir un petit ordre d'idée du vide abyssal qu'il y a à l'intérieur de la matière, le noyau, c'est comme si on avait une bille de stylo de 0,5 mm au milieu d'un terrain de foot. Alors ça dépend des atomes, on peut dire c'est de l'ordre du millimètre, 2-3 mm pour les plus gros atomes. Donc on imagine une tête d'épingle de 2-3 mm au milieu d'un stade de foot avec un électron qui gravite autour ou plusieurs électrons qui gravitent autour, et ça nous donnerait un petit peu une représentation de la taille respective des atomes, et tout le reste c'est du vide. Donc toute la matière qui nous entoure, qu'on a l'impression de voir comme compacte, en fait, c'est que nos yeux ne sont pas capables de voir le vide qui règne à l'intérieur de la matière, mais la matière est constituée essentiellement de vide.
Alors les électrons autour du noyau se répartissent sur des couches et des sous-couches. Deux électrons sur la première couche, ensuite on passe à une deuxième couche qui a deux sous-couches dont on peut mettre deux électrons dans la première sous-couche et jusqu'à 6 électrons dans la deuxième sous-couche. Alors après on va remplir les couches et les sous-couches. Alors au début la 1, la 1S, la 2S, la 2P, la 3S, la 3P. Alors ces lettres proviennent de l'histoire des sciences et on continue d'utiliser cette notation. Il ne faut pas chercher de signification à ces lettres S ou P. La classification périodique, le tableau périodique qui nous permet de classer tous les éléments que l'on connaît en famille qui ont des propriétés similaires dans une même colonne, comme la famille des alcalins ou par exemple la famille des halogènes dans laquelle on va retrouver le chlore, le fluor, etc. Ce tableau périodique est directement lié à la répartition des électrons en couches électroniques. Donc par exemple, dans la première période, donc ligne horizontale, on remplit la première couche. Dans la deuxième période, on remplit la deuxième couche en mettant d'abord la première sous-couche et ensuite l'autre sous-couche. Dans la troisième période, on fait pareil, première sous-couche, deuxième sous-couche. Alors il y en a une troisième, mais elle va se remplir ici. Et là, quand on commence à remplir la quatrième couche, on commence à remplir la quatrième couche, mais tous ces atomes-là correspondent en fait à la fin de l'emplissage du troisième niveau. Etc. Donc c'est des règles qui deviennent compliquées, mais vous n'êtes censé comprendre que le début du tableau périodique, celui qui est le plus simple. Voilà, donc vous pourrez relire ce texte qui permet de résumer ce que je viens de dire. Alors les atomes sont toujours en quête de stabilité. C'est-à-dire que les atomes sont stables quand les couches sont pleines. Alors par exemple, l'hélium est un gaz qui a deux protons, donc il s'entoure de deux électrons, et il a la première couche parfaitement remplie, il est stable, rien ne peut lui arriver, il ne va interagir avec rien. Par contre, le lithium qui a trois charges positives devrait s'entourer de 3 électrons, mais en fait il ne va s'entourer que de 2 électrons, donc ça va être l'ion lithium Li+, de manière à avoir la même structure électronique que l'hélium qui lui est stable. On aura le même cas de figure avec le fluorure. Le fluorure a normalement 5 électrons sur sa couche P, mais il va en piquer un sixième là où il peut pour avoir sa sous-couche pleine, de manière à ressembler au gaz rare néon qui a 8 électrons sur sa deuxième couche. Pareil, sur la troisième couche, on va être stable quand on aura rempli les 8 premiers électrons de cette troisième couche. Donc c'est le cas de l'argon, qui est aussi un gaz rare. Alors tous les gaz rares sont ici, dans le tableau périodique. C'est ceux qui ont la couche complètement remplie. L'ion calcium va également, lui, perdre 2 électrons pour acquérir la structure électronique de l'argon. Alors ça va nous donner des règles pratiques qu'on va appeler la règle du duet et la règle de l'octet. C'est-à-dire que pour les petits atomes, en gros, ils vont chercher à avoir 2 électrons comme l'hélium. Et pour les plus gros atomes, ils vont chercher à avoir 8 électrons sur leur couche périphérique, donc leur dernière couche, soit en gagnant, soit en perdant. Et c'est ce qu'on va appeler la règle de l'octet. Le modèle de Lewis qu'on va approfondir cette année permet de représenter tous les électrons qui s'associent par doublet, donc par exemple, et de manière à avoir soit 2, soit 8 électrons sur la couche externe. Je passe assez vite là-dessus parce qu'on réexpliquera tout ceci cette année. Et c'est la fin de la première partie de cette vidéo.